L'Ukraine a réussi un coup de maître tactique en frappant un barrage russe avec un drone, piégeant ainsi plusieurs unités dans un piège aquatique impressionnant. Ils ne l'avaient absolument pas vu venir. Maintenant, des soldats russes, des véhicules et d'autres équipements sont littéralement emportés alors que l'eau s'engouffre à travers les fissures du barrage, les submergeant. Tout espoir que le Kremlin aurait pu avoir d'une grande victoire dans la région. L'incident a eu lieu au barrage du réservoir de Belgorod en Russie. Étant donné que cette région se trouve juste à côté de l'Ukraine, avec de nombreux kilomètres de frontières internationales le long de ses côtés sud et est, c'est un emplacement crucial pour les forces du Kremlin. Pendant la guerre, la Russie a lancé à plusieurs reprises des assauts depuis Belgorod vers Kharkiv et Louhansk en Ukraine. Et les forces ukrainiennes ont fait tout leur possible pour mener des contre-opérations, ripostant contre les soldats russes le long de la frontière, et menant également des attaques de drones et de missiles à longue portée contre des cibles de grande valeur et des infrastructures importantes à travers la région. Récemment, les forces russes ont tenté de percer et de capturer la ville ukrainienne de Vovchansk, qui comptait autrefois environ 17 500 habitants avant le début de la guerre. Mais elle n'est plus guère qu'une ville fantôme, de grandes parties de la ville ayant été détruites lors de l'offensive russe sur Kharkiv en 2024. Cependant, malgré les décombres et les gravats qui jonchent la ville, celle-ci conserve une valeur tactique dans la guerre pour le camp qui parviendra à la contrôler. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est l'une des plus grandes localités ukrainiennes, à la frontière russe. Contrôler un endroit comme celui-ci serait un grand avantage pour les forces du Kremlin. Il pourrait renforcer cet endroit et en faire une base avancée pour de nouvelles offensives dans la région de Kharkiv. De plus, comme Vovchansk est une ville, elle dispose de lignes d'approvisionnement beaucoup plus solides que les petites localités et villages disséminés ailleurs le long des territoires frontaliers. La route T2104 traverse la ville, bifurque vers le sud-est et sud-ouest, reliant Vovchansk à d'autres villes et localités ukrainiennes. C'est crucial, car cela permet aux approvisionnements, nourriture, carburant, troupes et véhicules, d'accéder facilement à cet endroit. Grâce à cela, les forces ukrainiennes ont tenu la ville si longtemps, acheminé carburant, munitions et ressources essentielles à Vovchansk depuis d'autres régions. Si la Russie venait à prendre le contrôle de cette ville, elle profiterait elle aussi de ces mêmes liaisons de transport. Ses commandants pourraient plus facilement planifier leurs prochaines étapes le long des routes principales menant à la ville. Ils pourraient alors définir leurs priorités, cibler et avancer plus vite vers leurs objectifs. Plutôt que d'avoir à envoyer des éclaireurs et des groupes de reconnaissance en avant pour cartographier le terrain et choisir un chemin à travers un sol accidenté. Ils pourront déployer troupes et véhicules sur la route, couvrant le terrain plus vite et efficacement. Vovchansk est aussi lié au projet présumé de la Russie pour créer une zone tampon ou de sécurité près de la frontière. Vladimir Poutine lui-même a parlé de ce concept, suggérant que les forces russes devraient prendre le contrôle d'une longue portion des terres frontalières afin de minimiser le risque de toute incursion ukrainienne à l'avenir. En mai de cette année, Poutine a annoncé: nous avons approuvé la création d'une zone tampon de sécurité nécessaire le long de nos frontières. Nos forces armées travaillent activement à accomplir cette tâche. Le président russe a aussi cité la région de Belgorod comme un lieu à protéger. Il est donc logique qu'il veuille que ses troupes s'emparent vite d'une ville frontalière comme Vovchansk pour atteindre cet objectif. Si la Russie prenait le contrôle de Vovchansk, cela aurait également des implications stratégiques plus larges pour la guerre. L'Ukraine devrait alors réagir d'une façon ou d'une autre. Kiev pourrait par exemple redéployer des forces d'autres régions pour renforcer les villes et villages voisins et ralentir l'avancée russe. Elle pourrait également choisir d'engager des ressources supplémentaires dans la région pour organiser une sorte de contre-attaque afin de peut-être reprendre le contrôle de la ville. Cela, à son tour, affaiblirait très probablement d'autres positions ukrainiennes ailleurs le long des lignes de front, ouvrant potentiellement d'autres brèches pour la Russie. Telle a été la nature de la guerre. Chaque décision a des conséquences. Chaque action entraîne une réaction. Un événement local peut entraîner de nombreux effets en cascade dans d'autres régions, même éloignées de centaines de kilomètres. Enfin, en tête, il faut noter que la prise de Vovchansk serait un gain assez important pour les forces russes à ce stade, puisqu'ils n'ont pas réussi à capturer une seule grande ville ukrainienne depuis 2022. Malgré les efforts acharnés de Poutine, et malgré le fait qu'il ait investi des sommes colossales d'argent, de ressources et de main-d'œuvre dans cette guerre, les progrès de l'armée russe sont remarquablement lents. Sur les lignes de front, ils ne prennent que de minces bandes de terre, souvent de vieux champs boueux, ou des restes calcinés de hameaux sans nom. Cela se fait à un coût énorme, avec plus d'1 million de pertes déjà signalées.
Ajouter à cela d'énormes pertes matérielles et un effondrement économique imminent que le Kremlin devra aussi gérer. En résumé, la Russie a besoin d'une victoire ou d'un signe de réussite. Et à ce stade, elle est tellement désespérée que même la prise d'une ville ravagée, jonchée de décombres, pourrait sembler être une raison de célébrer. Les commandants du Kremlin ont donc investi beaucoup de ressources dans l'offensive sur Vovchansk, avec plusieurs grandes brigades et régiments qui opéreraient dans la région, incluant le 82e régiment de fusiliers motorisés, la 2e brigade Spetsnaz de la garde, ainsi que les 128e et 138e brigades indépendantes de fusiliers motorisés de la garde. Jusqu'à récemment, la Russie semblait progresser régulièrement dans la région. Le 26 octobre, le général Valery Gerasimov a indiqué à Poutine que l'armée russe contrôlait environ 70% de la ville, selon des rapports. Il a aussi fait de nombreuses déclarations audacieuses, souvent fabriquées ou exagérées, sur les succès russes au combat, dont beaucoup ont été rapidement démentis par des groupes de renseignement en sources ouvertes. Des analystes militaires et des groupes d'experts comme l'Institut pour l'étude de la guerre, qui a publié une analyse complète des déclarations du général, ont affirmé que l'Institut pour l'étude de la guerre n'a pas observé de preuves pour étayer les affirmations de Gerasimov. L'Institut pour l'étude de la guerre n'a observé que des éléments permettant d'évaluer que les forces russes ont saisi environ 23% de Vovchansk. Certains des soldats ukrainiens qui se trouvent réellement sur le terrain, dans la région de Vovchansk, ont également décidé de partager leur point de vue sur les événements, avec le 16e corps d'armée des forces armées ukrainiennes. En ligne, l'ennemi a tenté de profiter d'une opportunité. Après l'absence de précipitations durant l'été infernal, les rivières Sversky Donetsk et Vovcha sont devenues peu profondes, ce qui a simplifié la logistique de l'ennemi. Il était aussi possible d'accumuler des réserves, avec encore assez de feuilles sur les arbres. Tout cela a conduit à une forte augmentation de l'activité dans la direction de Vovchansk. L'ennemi a réussi à obtenir des succès locaux, mais il l'a fait au prix de lourdes pertes. Certaines unités ont presque complètement perdu leur capacité de combat. Le premier bataillon du 82e régiment de fusiliers motorisés a presque totalement disparu. Seuls les membres de l'état-major sont restés. L'unité a donc été retirée pour être reconstituée. En d'autres termes, il semble que tous les rapports sur la domination russe dans le secteur de Vovchansk aient été largement exagérés. Malgré des conditions favorables et quelques gains, les troupes russes sont encore loin de hisser leur drapeau sur la ville. D'après les récits ukrainiens, ils auraient subi de lourdes pertes. Et le 24 octobre, la situation est rapidement devenue bien pire pour les forces du Kremlin combattant dans et autour de Vovchansk. Ce jour-là, les troupes ukrainiennes ont attaqué le barrage du réservoir de Belgorod. Les médias russes ont vite rapporté que le barrage avait été frappé par un missile ukrainien, utilisant apparemment un système High Mobility Artillery Rocket System américain. Des bâtiments techniques, un mécanisme de levage d'écluses et la crête du barrage ont été endommagés lors de l'attaque initiale. Il semble que l'Ukraine ait lancé une seconde vague d'attaques. Le lendemain, le 25 octobre, infligeant des dégâts supplémentaires au barrage avec des frappes de drones de précision. Des fissures dans des sections clés de la structure ont permis à une vague d'eau du réservoir de s'engouffrer et d'inonder les terres en aval. Et il ne s'agissait pas seulement de quelques gouttes, c'était une quantité d'eau énorme, comme l'a confirmé l'Agence fédérale russe des ressources en eau, qui a fourni une déclaration aux médias d'État TAS. Les frappes des 24 et 25 octobre sur le barrage du réservoir de Belgorod ont endommagé la sortie de drainage, utile à l'évacuation de l'eau, et provoqué des fuites sur les deux vannes segmentées. Après les dégâts, le niveau d'eau du réservoir a baissé d'1 mètre. Le rapport de TAS a également révélé que des travaux de réparation et de restauration avaient été ordonnés au barrage, avec des dizaines de techniciens, ainsi que plusieurs camions et autres véhicules envoyés sur place. Quand les barrages cèdent, se brisent ou se fissurent, les conséquences sont immédiates car l'eau n'attend pas la réaction des autorités. Elle s'écoule rapidement et librement, dans toutes les directions possibles, ne laissant pratiquement aucun temps à quiconque pour l'arrêter. Peu après les attaques, des rapports d'inondation ont afflué de plusieurs villages le long du Seversky Donetsk, submergés par la vague du réservoir. Les autorités de Tchébakino, Russie, ont signalé des inondations dans au moins 10 zones et annoncé une évacuation partielle des secteurs touchés. Le gouverneur régional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a annoncé la nouvelle sur Telegram. Après une frappe ukrainienne, le barrage du réservoir de Belgorod a été endommagé. Nous savons que l'ennemi pourrait attaquer à nouveau et détruire le barrage. Si cela se produit, la plaine alluviale de la rivière près de Kharkiv et plusieurs rues de nos villages, où résident environ 1000 habitants, risquent d'être inondées.
Nous offrons donc des hébergements temporaires à Belgorod aux habitants menacés d'inondations sans autre solution d'accueil. Mais c'est surtout l'armée du Kremlin qui a souffert, plus que les habitants et civils. En un instant, de nombreuses tranchées et abris russes sont devenus des marécages, avec des images et des vidéos se répandant rapidement sur les réseaux sociaux, révélant toute l'ampleur des inondations. Guerre traduite a partagé sur X une compilation de vidéos filmées par des soldats russes, avec une légende. L'équipement russe et les abris sont littéralement en train d'être submergés dans la région de Chebakino et le long de l'axe de Vovchansk. Après la rupture d'un barrage à Belgorod, les occupants se plaignent de devoir nager pour rejoindre leur position. Les vidéos montrent une route entière submergée par l'eau et plusieurs véhicules complètement embourbés, incapables d'avancer. Également des passages de rivières effondrés et plusieurs tranchées russes inondées. Avec un soldat déclarant « Après la rupture du barrage de Belgorod, nous sommes passés d'infanterie à Marines en une journée, mais nous avons eu de la chance. » À la position voisine, l'abri et l'équipement ont été inondés. Selon les données et l'analyse des renseignements ouverts, certaines positions russes semblaient totalement submergées, avec des véhicules, des munitions, des stocks et des fortifications littéralement emportés par les eaux de crue. Les images satellites montrent aussi d'importantes inondations en aval du réservoir de Belgorod, avec des eaux qui continuent de monter et accentuent la pression sur les localités et unités militaires voisines. C'est bien plus qu'un simple désagrément. Les troupes russes ne doivent pas seulement faire face à des vêtements mouillés, des bottes boueuses et des tranchées détruites. Certaines unités sont maintenant totalement coupées de leurs approvisionnements, isolées et à la merci des forces ukrainiennes dans la région. Selon des rapports, plusieurs routes logistiques militaires russes ont été complètement détruites par l'inondation, avec des unités provenant d'au moins 4 brigades, la 68e, la 116e, la 128e et la 136e. Toutes risquent d'être anéanties dans les jours à venir. Le 16e corps d'armée des forces armées ukrainiennes a confirmé sur Telegram que la situation avait littéralement tourné en faveur des soldats ukrainiens. Suite à l'attaque du barrage, à ce jour, la situation n'est plus en faveur des Russes. Après la frappe sur le barrage de Belgorod, il s'est mis à fuir. Selon les médias russes, le niveau d'eau du réservoir a baissé d'1 mètre en une seule journée. Comme on dit, l'eau est entrée dans la maison, ou plutôt dans la Sversky Donetsk, et des rapports signalent déjà que les abris russes sont inondés. L'essentiel, c'est que la logistique ennemie se complique nettement. Les unités ayant traversé la Sversky Donetsk se sont retrouvées isolées des forces principales. C'était une démonstration remarquable de la tactique ukrainienne. Ces forces devaient être usées d'ingéniosité pour freiner l'avancée russe dans la région. Ils ont compris que le Kremlin engageait clairement beaucoup de troupes et de ressources dans la région, déterminés à prendre le contrôle de Vovchansk par tous les moyens nécessaires. Les Ukrainiens ont admis ne pas pouvoir rivaliser avec la Russie en effectif, et ont dû chercher à rééquilibrer les forces. Ils ont conçu un plan brillant, difficile à imaginer pour d'autres forces militaires mondiales. Beaucoup d'armées auraient choisi de s'enterrer à Vovchansk, tentant de tenir la défense le plus longtemps possible grâce au ravitaillement et au renfort. Mais inévitablement, elles finiraient par céder face à une adversité écrasante. L'Ukraine ne doit pas penser ainsi. Elle ne peut pas simplement sacrifier des territoires importants sans tout faire pour les défendre. Et comme elle dispose de moins de troupes et de ressources que son ennemi, elle doit trouver des moyens innovants et inattendus pour surprendre les forces du Kremlin. Et ils ont certainement réussi ici. Même les commandants russes les plus avisés n'auraient jamais pu prévoir une attaque de ce genre. Connaissant les positions approximatives des brigades russes, l'Ukraine a saisi une occasion en or, frappant le barrage, inondant la région et bouleversant la situation dans le secteur. Désormais, beaucoup de soldats russes vont surtout lutter pour survivre, plutôt qu'avancer et prendre la ville. Avec leurs provisions emportées, leurs tranchées devenues totalement inhabitables, et leurs lignes de ravitaillement coupées, ils auront moins d'options à leur disposition. Forcés de patauger dans l'eau à la recherche d'un terrain plus sec et plus sûr. Beaucoup n'en réchapperont peut-être pas, car les unités ukrainiennes du secteur seront très probablement à la recherche de soldats russes isolés, désireux d'abattre ou de capturer tout traînard à leur portée, et de rééquilibrer les forces dans la zone. Cela devrait, en retour, garantir que Vovchansk reste fermement et définitivement entre les mains des Ukrainiens, pour au moins les jours et les semaines à venir. La Russie mettra inévitablement du temps à s'en remettre. La réparation du barrage pourrait durer plusieurs semaines ou plus, l'eau risquant de s'infiltrer durant cette période, surtout en cas de forte pluie. Sinon l'Ukraine doit peut-être encore composer avec le barrage. Ses forces pourraient lancer une nouvelle attaque de drones ou de missiles contre la structure, aggravant les fissures et les inondations en aval.
laissant plus de soldats russes isolés et en difficulté. À bien des égards, cet incident est un microcosme de l'ensemble de la guerre jusqu'à présent. C'est une guerre qui, à bien des égards, a été un affrontement entre David et une histoire type David contre Goliath. Une force puissante et agressive attaque un adversaire plus faible, comme Goliath. La Russie s'est principalement appuyée sur sa force brute dans sa quête de la victoire. La Russie bombarde l'Ukraine avec des drones, des missiles et des attaques continues sur la ligne de front, utilisant chars, bombardiers et artillerie pour accentuer la pression. L'Ukraine a parfaitement incarné le rôle de David, sachant qu'elle est la plus petite et la plus faible des deux combattants, du moins en ce qui concerne les chiffres et les statistiques. Elle a été forcée de réfléchir intelligemment et stratégiquement, en identifiant les points faibles de son ennemi et en les exploitant à chaque occasion possible. C'est bien ce qui s'est produit à Belgorod. L'Ukraine était en difficulté, mais a saisi l'occasion de riposter sans hésiter. Cela a complètement pris l'ennemi par surprise, et maintenant l'Ukraine récolte les fruits de son travail acharné et de sa planification tactique. Les troupes russes, confrontées à des problèmes, doivent abandonner des véhicules submergés et des fournitures endommagées par l'eau. Ceci n'est que le dernier d'une longue et croissante série d'échecs russes récents et de victoires ukrainiennes. Vous pouvez en apprendre davantage dans cette vidéo, qui examine la récente attaque de drones de Kiev contre Moscou, au cours de laquelle des incendies et des explosions ont éclaté dans le cœur de la Russie. Pour un aperçu global de la guerre, regardez cette vidéo explicative. La guerre en Ukraine mine lentement la Russie de l'intérieur et pousse Poutine vers l'effondrement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé et à jour sur tout ce qui se passe en Russie, en Ukraine et dans d'autres endroits importants à travers le monde.